Mesdames, Messieurs, chers collègues, bienvenue à cette deuxième journée de la conférence de consensus sur la différenciation pédagogique. Bienvenue également aux nombreux internautes qui suivent cette conférence en streaming. Nous allons reprendre nos travaux avec un mot de bienvenue de Nathalie Mons, la présidente du CNESCO, à qui je passe tout de suite la parole. Donc je suis évidemment très heureuse de vous accueillir pour cette seconde journée. La première journée déjà, beaucoup de débats, parfois un peu vifs, et je crois que ces débats sont tout à fait nécessaires. Nous sommes là pour réfléchir, pour échanger, pour ne pas être d'accord. C'est très important de ne pas être d'accord. Toutes les recherches en sociologie de l'action publique, toutes les recherches en sociologie des organisations nous montrent en fait que les collectifs avancent grâce au débat initial. Il n'y a pas de réforme s'il n'y a pas d'abord contradiction, s'il n'y a pas d'abord opposition, s'il n'y a pas encore débat, parce que c'est de ces débats que vont pouvoir naître après des formes de consensus. Autrement, comme nous le disait très bien hier Monica Turler, on laisse à côté du mouvement tout un ensemble d'acteurs qui ne peuvent pas se raccrocher à la réforme. Donc j'insiste parce que ce n'est pas une tradition française que ce débat. Ce n'est pas une tradition énormément portée dans l'éducation nationale, mais c'est la condition vraiment de l'appropriation des réformes. Donc je crois qu'il faut vraiment l'avoir en tête. Alors, évidemment, il y a débat. Est-ce qu'il n'y aura pas consensus? Bon, ben là, le jury va nous le dire. Attention, il n'y aura peut-être pas consensus sur une recette pour l'enseignement. Vous avez commencé à le voir. Cet enseignement, il est multiple, ne serait-ce que parce que nous avons en face de nous des élèves qui ont des approches, des apprentissages multiples. Donc, il n'y aura pas une recette, on ne sortira pas de cette conférence avec une recette, avec toute une série d'éléments prêts à enseigner. C'est un point important. Pas de petites mallettes différenciation pédagogique qui vous seront distribuées à la fin de la conférence. Mais au contraire, peut-être que le jury nous apportera des éléments sur ces principes fondamentaux des apprentissages qui, par contre, sont sous-jacents à cette volonté de faire de la différenciation. Et je crois que ce débat, il est important. Ce consensus, évidemment, il sera aussi important. Il est important aussi peut-être de rappeler, et ça a été, les collègues nous ont interpellés sur ce point-là, de façon à bien montrer à la fois les bénéfices de possibles entrées dans des apprentissages grâce à la différenciation pédagogique, mais aussi des dangers. Là aussi, il doit y avoir débat dans les collectifs que représentent les établissements. Il y a danger parce que s'il n'y a pas finalement des objectifs communs dans ces démarches de différenciation pédagogique, alors se creusent les inégalités globales et sociales à l'école. C'est un point, je pense, très important. C'est un point qui est d'autant plus important qu'il est aujourd'hui débattu politiquement. On nous parle du collège, avec des parcours différenciés. Attention, la différenciation pédagogique, ça peut prendre la forme de parcours différenciés. Et ces parcours différenciés, s'ils n'ont pas des objectifs communs, ils conduisent à accroître les inégalités globales et sociales à l'école. Donc ça aussi, ça doit être mis en débat dans les établissements dès lors que l'on réfléchit à ces démarches de différenciation pédagogique. Vous êtes aujourd'hui nombreux dans cette salle, vous êtes également nombreux à distance. Sachez qu'il y a déjà beaucoup d'intérêt en direct et en différé même pour cette conférence, puisqu'il y a déjà 1500 personnes qui se sont connectées pour regarder à distance les vidéos de la conférence. Donc on voit bien qu'il y a vraiment une volonté d'avancer. Cette volonté, je la retrouve dans toutes les activités du CNESCO. 16 000 vues pour l'ensemble de nos conférences interactives virtuelles, où les praticiens et la communauté éducative peut échanger avec des experts sur les thèmes de la lecture, la mathématique, tout un ensemble de conférences que nous avons pu monter avec l'IFE. Donc oui, il y a une vraie volonté au sein de l'éducation nationale d'avancer. Je suis toujours très triste quand j'entends ces discours sur cette école qui ne peut pas se réformer. Non. Je crois que dès lors que l'on apporte les ressources intellectuelles, dès lors qu'on apporte des lieux comme celui d'aujourd'hui pour pouvoir échanger
en toute liberté, alors je crois que oui, on voit que cette école veut avancer. Et vous en êtes aujourd'hui les témoins. Je veux également remercier, et ils en sont les témoins, de cette école qui avance. La classe, vous avez vu que l'accueil... J'attends que ça s'arrête. J'attends que ça s'arrête parce que je ne voudrais pas qu'on passe à côté de ce remerciement au lycée Louis Dardenne de Vanves, au professeur Monsieur Tessier et à l'ensemble de l'accueil qui est aujourd'hui réuni avec nous pour accompagner toute la logistique de cette conférence. Donc remercions-les. Car comme nous l'avons dit, l'enseignement professionnel est un des points centraux, parfois un peu oubliés, de notre école. Donc vraiment, nous voyons ici qu'ils sont actifs et qu'ils sont au cœur aussi de notre réflexion. Je passe la parole pour les échanges de cette journée qui vont être encore, je pense, riches et hauts en débat. Merci Nathalie. Donc nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Nathalie a fait allusion au fait que la conférence de consensus présuppose qu'il y ait des éléments de dissensus qui nous permettent de nous confronter, de progresser. C'est ce, je crois, que nous allons voir, y compris ce matin, puisque la première intervention que va faire Dominique Bucheton, à qui je propose de se présenter à la tribune, va nous introduire sur des notions de gestes professionnels de l'enseignant en interrelation étroite avec les apprentissages des élèves. Et je crois savoir que notamment Dominique Bucheton est très attaché à se demander quels sont les effets éventuellement négatifs d'un cadrage trop fort qui peut rassurer les enseignants, mais qui n'est peut-être pas celui qui favorise le plus un certain nombre de processus d'apprentissage chez les élèves. Et c'est une question qu'on a abordée en filigrane dans les débats hier, et donc qui pose vraiment question sur où mettre exactement le curseur dans le cadrage, ou au contraire des formes de délégation aux élèves lors de leur travail en classe. Donc ce sont des questions très intéressante. Alors je rappelle que Dominique Bucheton, que beaucoup ont connu par ses écrits, notamment sur l'écriture, sur les gestes professionnels, a longtemps animé le laboratoire l'IRDEF à Montpellier, et aujourd'hui toujours professeur honoraire évidemment dans cette université. Et donc je vais lui passer la parole, si vous êtes prêts. Oui, merci. Allez, à vous. Merci beaucoup, merci, bonjour au public. Toujours très honoré d'être invité dans ce genre de réunion où les débats vont être, je l'espère, vifs. Voilà, j'ai mis un titre qui n'est pas une provocation, hein. Différencier, oui, mais ensemble. Et ce que je vais essayer de développer, des gestes professionnels et des postures plus ajustées. C'est une conviction qui s'est forgée depuis fort longtemps. J'ai longtemps été enseignante, j'ai commencé ma carrière en CP. J'ai longtemps été professeure de collège, j'ai longtemps été formatrice, chercheur ensuite, directrice d'un laboratoire. Et cette expérience d'enseignante, de formateur et de chercheur, beaucoup dans les classes, m'a convaincue que la solution à la différenciation, au problème évidemment qui se pose, c'est dans la classe. C'est dans la classe et ensemble que l'on est le plus efficient et le plus efficace. Mais encore faut-il, dans cette classe, y mettre en œuvre des gestes professionnels plus ajustés. Alors donc, je crois aussi dire en introduction très rapidement que mon propos est un propos situé. C'est un propos dans un contexte français. C'est une position de chercheur dans un contexte français. Et on le sait aujourd'hui, la situation, ça a été dit, mais je pense qu'il faut le redire, la situation, de mon point de vue, est absolument, je pèse mes mots, scandaleuse, au sens où notre système continue de développer les différences socio-scolaires. C'est tout à fait à l'opposé des missions qui sont données à l'école. C'est à l'opposé des valeurs de démocratisation qui sont le fondement de notre République. Égalité des chances. Égalité des chances, c'est dans les fondements de nos valeurs, je le redis, c'est nos valeurs françaises, elles sont largement universelles bien sûr, mais aussi c'est le droit de tous les enfants sur le sol français, je le dis bien parce que nous sommes dans une période électorale où on essaie de nous dire, excusez-moi de le dire, que peut-être les enfants n'ont pas tous le droit d'aller à l'école et à la même éducation, et nous sommes dans un moment extrêmement difficile de ce point de vue. Je dirais aussi que c'est un moment où, dans la situation française, nous ne sommes pas au top de nos possibilités. Nous avons
Nous avons un capital culturel, intellectuel, vous le savez, mais dans les autres pays aussi, mais en France tout particulièrement, et je le connais bien, un capital culturel qui devrait nous permettre de développer bien plus encore le niveau des compétences générales de nos élèves, élever le niveau général de la société. Et puis donc du coup, ce que je veux dire par là, en filigrane, c'est que la question qui est posée aujourd'hui, grave question, c'est une question de responsabilité collective. C'est une question de responsabilité politique, c'est une question de responsabilité du métier enseignant, au sens très large du terme, du métier, pour assumer cet ensemble de valeurs. Voilà un petit peu l'arrière-plan. Alors, la question que je me suis posée, dans le fond, finalement, en préparant cette conférence, mais je n'ai jamais travaillé en tant que telle sur la différenciation, puisque j'ai plutôt travaillé sur, très précisément, la didactique du français et les gestes professionnels, et je vais essayer de vous en parler, mais qui est venu tout au long de ma carrière, c'est de comprendre pourquoi nous avons tant d'échecs, pourquoi nous avons des élèves que nous sommes obligés à qui nous sommes obligés de proposer des solutions autres, etc. Il y a quelques grandes théories là-dessus. La première, que vous connaissez parfaitement, c'est l'idée que les élèves, ce sont les grandes théories sociologiques, sont inadaptés à la culture et au langage de l'école. C'est les travaux de Bourdieu, c'est les travaux de Bautier, c'est les travaux de Lahire, ils sont bien connus. Bien sûr qu'ils sont vrais, bien sûr, mais peut-être que nous, enseignants, chercheurs, peut-être que nous devons nous poser la question autrement. Est-ce que ça ne serait pas l'école qui est inadaptée à la culture des élèves? Est-ce que ça ne serait pas l'école qui est inadapté au mode de pensée, à ce qu'ils apportent, ce qu'ils savent? Ils arrivent avec un capital de tout un tas de choses. Savons-nous le prendre? Savons-nous le regarder? Savons-nous l'utiliser pour le faire se développer et l'amener, évidemment, aux attentes de l'école? Ça, c'est la première idée. Prenons-nous le temps de savoir qui sont les élèves, d'où ils viennent, etc. Deuxième constat, mais je crois que ça a été dit longuement, ça a été redit tout à l'heure, c'est que séparer, ajouter des heures, etc., est contre-productif. Tous les travaux le montrent. Et ces formes de différenciation provoquent des stigmatisations chez les élèves. Et là, je ne vais pas développer. Le propos que je vais surtout développer aujourd'hui s'inscrit dans les travaux sur les gestes professionnels des enseignants et sur cette idée qui a avancé petit à petit, que dans le fond, lorsque les enseignants surétayent, ils aident beaucoup par bonne volonté, par bienveillance, par souci généreux, ils surcontrôlent. Et quelquefois, ils surenseignent, on enseigne sans s'occuper vraiment si les enfants sont mûrs pour entendre cet enseignement. Eh bien, ces formes, ces postures que je développerai tout à l'heure, dans le fond, probablement, déresponsabilisent les élèves et dans le fond, d'une certaine façon, les empêchent de penser. Et on assiste à toutes sortes de dysfonctionnements à ce moment-là, dans la coactivité enseignant, puisque une classe, c'est quand même un enseignant en activité. Il y a quelquefois pas loin de 2000 interactions en 1 heure et plus, et à peine plus, entre le maître et les élèves. Donc on a une hyperactivité de l'enseignant et une hyperactivité langagière des élèves, mais cette hyperactivité ou cette activité, elle n'est pas productive, elle peut ne pas être productive. Et c'est à ce niveau-là que nous l'avons étudié dans le détail. Donc du coup, l'idée, c'est que peut-être aujourd'hui, pour comprendre et améliorer la situation, faut-il aller regarder à la mise en œuvre, peut-être, et certainement, ma conviction, de gestes professionnels qui soient plus ajustés et des dispositifs peut-être qu'il nous faut refonder. Voilà l'introduction. Alors, je vais développer 4 thèses. La première, c'est l'éloge de l'hétérogénéité. L'hétérogénéité est vécue par les enseignants comme un drame, comme une difficulté, comme un problème. C'est vrai. Elle est de plus en plus grande. Elle est multiple, cognitive, culturelle, sociale, etc. Elle est de plus en plus grande. Et pourtant, l'hétérogénéité, c'est un atout pour les élèves. Alors ça, c'est un des postulats centraux. Derrière ce postulat, il y a quelques idées. L'idée, vous en conviendrez avec moi, que Dieu merci, c'est l'hétérogénéité de nos cultures, c'est l'hétérogénéité des individus qui est quand même un facteur déterminant du développement des sociétés. Dieu merci, on s'est métissés, on s'est croisés, on s'est enrichis les uns les autres. La deuxième idée, c'est que, et la formule n'est pas de moi, je crois que c'est
c'est des collègues de Sergi Pontoise qui l'utilisent fréquemment, ensemble on est plus intelligent. Voilà. Autrement dit, c'est l'idée que pour qu'un enfant se développe, c'est pas du préceptorat qu'il lui faut, hein. C'est pas même un enseignement dual maître-élève, mais probablement c'est un développement dans et par le collectif. Et je reviendrai tout à l'heure plus loin sur la notion de gestes sociaux d'apprentissage. Mais bien évidemment, être en collectif ne suffit pas. Il ne suffit pas d'être en travail de groupe, ou etc. Ça ne suffit pas. C'est pas naturel, c'est pas spontané. Le développement, la construction, le rôle de l'enseignant qui s'ajuste est radicalement essentiel. Voilà. Enfin, dernier postulat fondateur et que j'ai travaillé tout le temps, c'est l'idée que les langages des maîtres et des élèves, ces langages qui sont globalement encore, bien que ce soit le pilier central du socle commun, ces langages restent un impensé de l'école. Le métier enseignant, même le métier des formateurs, n'a sans doute pas encore compris combien le langage, les pouvoirs réflexifs du langage sont l'instrument premier du développement des enfants, de l'interaction entre les élèves, de la socialité scolaire. Voilà. Et il me semble qu'il y a à travailler beaucoup sur cette question des langages au fondement de cette professionnalité. Je vais vous parler là tout de suite d'une recherche assez fondatrice pour moi que j'ai fait en 99. Je pense qu'à l'époque j'étais dans l'équipe ESCOL et qui m'a beaucoup fait réfléchir. Je vous le raconte en 2 mots. Dans 2 collèges très très différents, socialement très très différenciés, Châtenay-Malabry, je crois me souvenir, et un collège ZEP du sud de la région parisienne, j'ai donné 2 tâches de lecture, une nouvelle de Déninx, et j'ai demandé aux élèves de faire un commentaire composé. Tâche complexe pour eux, ils ne l'avaient jamais faite. Et j'ai regardé linguistiquement comment ces élèves de ces 2 classes différentes s'y prenaient pour résoudre ce problème qui n'avait pas été traité en place. Donc un problème nouveau, un problème complexe. Et en analysant les copies produites, j'ai observé que les élèves de milieux favorisés, Châtenay-Malabry, fils d'enseignants, d'avocats, de tout ce que vous voulez à Châtenay-Malabry, étaient dans un jeu de 3 ou 4 postures pour résoudre leur tâche. Une posture ludique, première réflexive, scolaire, que je vais développer, c'est-à-dire une posture ludique, on joue un peu, première on s'y jette, réflexive on réfléchit, scolaire on essaie de se conformer, mais en gros, ces élèves circulaient en fonction de l'avancée de la réflexion. Ils savaient qu'ils avaient 1 page et demie à remplir. Ils avançaient dans des modes de dire et de penser visiblement différents à 70%. À l'opposé, en Z profonde, là où je faisais l'expérimentation, 70% des élèves aussi étaient dans 2 postures seulement. L'une scolaire pour se conformer, hein, pour essayer d'être en règle, il fallait remplir. L'autre première, on se jette dans l'action sans trop revenir sur sa pensée. Et donc, en gros, en quelque sorte, devant une tâche complexe, à l'issue de X années de scolarité, puisqu'on est en classe de 3e, ces élèves ont des postures, des manières de rentrer dans les tâches différentes. Qui est responsable? Qui est responsable? Et j'en suis arrivée à cette idée que l'école était en partie responsable de n'avoir pas su accompagner les élèves de milieux socialement défavorisés ou en difficulté à avoir ce panel de capacités de diversifier, pour diversifier leur manière d'entrer dans les tâches et de ne pas capituler tout de suite dès le premier obstacle. Et donc je me suis attachée à essayer de comprendre quelle est la part de l'école dans la construction de ces postures. Et l'idée, c'est que on s'est rendu compte en étudiant la question des gestes professionnels, des postures des élèves, que c'est c'est des systèmes très imbriqués les uns dans les autres. Voilà, je vais essayer de vous montrer ceci. Alors, je définis, tiens, ça s'est effacé, en haut c'était posture. Une définition, parce que tout le monde utilise le terme posture. Posture, ce sont des schèmes-réponses, c'est-à-dire, c'est pour faire une tâche, on convoque une ou plusieurs postures, et une posture, c'est un ensemble de préoccupations qui se mettent ensemble. Les élèves n'ont pas une posture, ils ont plusieurs postures, c'est pas du Bourdieu à l'état pur. Hein. Et selon les contextes,
Certains élèves peuvent avoir 4 ou 5 postures en mathématiques et peut-être simplement 2 en français. Donc la question des postures, elle n'est pas un déterminisme, elle n'est pas une étiquette, elle peut évoluer, elle peut bouger. Donc la question est comment les faire évoluer. Voilà. Oula, ça sort pas. Donc je vous le dis. Posture des élèves. Voilà. Posture des élèves, une posture de conformité, c'est l'élève qui est en insécurité, il est dépendant du maître, il se cache, il a peur des pairs, etc. Une posture ludique, c'est on donne une consigne et l'élève a tout de suite envie de la détourner un petit peu. Une posture immédiate, on n'a pas déjà donné la tâche que immédiatement, avant d'avoir entendu la fin de la consigne, on se met à la faire. Une posture réflexive, c'est celle qu'on cherche, c'est l'élève, c'est qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment il s'y prend, comment il faudrait s'y prendre et qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre. La posture refus, et évidemment, ce n'est pas la peine de la commenter, elle est quand même assez rare, mais importante. Est-ce que ça sort? Oui. De l'autre côté, nous avons pu mettre en évidence, dans les travaux que nous avons faits, un certain nombre de postures des enseignants, des modes de dire et de faire, que les enseignants adoptent. Nous avons observé que c'est un continuum. L'enseignant, dans sa classe, peut changer de manière de faire, manière de dire, manière de se positionner par rapport aux réponses ou aux enjeux de ce qui est en train. Ce sont des postures d'étayage. Nous avons identifié une posture d'accompagnement. On prend un peu son temps. Voilà. Une posture de contrôle, à l'opposé, c'est le maître qui essaye de tout cadrer, tout faire avancer en même temps. Lâcher prise, vous voyez ce que ça veut dire. Une posture d'enseignement, c'est ce que je fais tout de suite, j'enseigne, voilà, j'enseigne, j'ai des concepts, j'ai des mots savants, etc. Une posture de magicien en maternelle magique, parce que si on n'a pas capté l'attention des enfants avec le doudou, avec la vidéo, etc., on n'a pas les enfants. Hein, en histoire géo aussi, il faut capter l'attention des enfants, il faut travailler sur les émotions. Et puis des postures de surétayage où l'enseignant étaye trop, il donne la réponse avant même que les élèves aient eu le temps de la chercher, ou de sous-étayage, on les laisse se débrouiller, j'ai vu ça de temps en temps, pendant très très longtemps, en pensant qu'ils vont s'en sortir. Et ce que nous avons pu montrer, et je vais essayer de développer un peu plus, c'est que le jeu des postures des maîtres et des élèves sont étroitement corrélés, c'est-à-dire dans un sens et dans l'autre. C'est-à-dire que les élèves vous obligent à certaines postures, de même que l'enseignant peut conduire les élèves à certaines postures. Et j'en suis arrivée, est-ce que ça sort, plus ou moins? J'en suis arrivée, en préparant cette conférence, à me dire que dans le fond, bon, c'est un modèle, hein, c'est un modèle. Un modèle, vous savez, ça ne représente pas la réalité. Ça tente de lui donner de l'intelligence, hein. Ça tente de clarifier un peu les choses. Peut-être à une modélisation d'un système différenciateur et d'un système dynamique. Le système différenciateur, ce serait lorsque l'enseignant est majoritairement en posture de contrôle, en posture d'enseignement et aussi parfois en posture de sous-étayage. Ce qu'on trouve beaucoup chez les enseignants débutants, ce qu'on trouve beaucoup en ZEP. Tant les enseignants ont le besoin d'aider, de contrôler, de surprotéger, de suraccompagner, pas accompagner, mais baliser le terrain pour les élèves pour qu'ils réussissent dans un souci de bienveillance absolue. Hein. Mais là, Brunner nous dit que, attention, danger. Hein, ça, c'est Brunner. Surétayage devient du contre-étayage. Et lorsque les enseignants sont dans cette posture dominante, les élèves ils se mettent naturellement en posture première, hein, ils font, et en posture de conformité. Il y a du décrochage souvent, il y a surtout pas d'espace pour penser pour les élèves. Il n'y a pas d'espace pour penser. Donc du coup, une certaine passivité et une insécurité s'installent. De l'autre côté, on aurait, vous voyez, je pèse mes mots, hein, on aurait un système dynamique plus efficient que nous avons observé dans plein de situations, où l'enseignant a toutes sortes de grande variété de postures. Toutes les postures sont nécessaires de toute façon, hein, y compris la posture de contrôle. Mais il a une grande variété de postures, mais la posture d'accompagnement est probablement dominante de plus en plus. Et de l'autre côté, du côté des élèves, on a tendance à avoir posture ludique, posture première, posture créative, posture réflexive. Ça parle, ça discute, les enfants sont en activité et sont motivés. Les enjeux didactifs sont doucement clarifiés dans cet intervalle
les enseignants sont en posture d'observation très attentive de ce qui se passe. Voilà. Ces logiques d'ajustement sont compliquées, très compliquées. Ce ne sont pas des logiques d'ajustement de surface. Ce n'est pas simplement des techniques de surface de la classe. Loin s'en faut, très loin s'en faut. Ce métier est un métier magnifique, difficile, voilà, je donne ce tableau un peu barbare, excusez-moi, il y a des couleurs, j'espère. L'idée, c'est que lorsque, au milieu, vous avez les tâches, le temps qui passe, la leçon qui avance, ou la séquence qui avance, l'espace de coajustement dans les interactions verbales, et dans cet espace de coajustement, enseignants et élèves se regardent et s'observent, et observent les tâches. Ils ont des représentations, d'accord ? Et au fur et à mesure que la tâche avance, les représentations de l'enseignant comme les représentations des élèves avancent. Sauf que les représentations des élèves et des maîtres obéissent à des filtres. Les filtres de l'expérience, les filtres des valeurs, les filtres des conceptions des apprentissages, les filtres du rapport au programme du côté de l'enseignant, etc. Les filtres des émotions aussi, de l'expérience qu'on a vécue. Et c'est la même chose du côté des élèves. Ils regardent la situation avec ce qu'ils leur déjà là, mais largement profond, relativement inconscient, très conscient, on va dire, et ils n'ont pas les mêmes projets, ils n'ont pas les mêmes valeurs, et ce que je veux dire par là, c'est que pour une véritable formation, il faut aller creuser dans ces arrière-plans pour comprendre si, dans les valeurs, tout le monde a les mêmes valeurs du côté des enseignants. Un enseignant qui croit à l'éducabilité de tous ses élèves va voir des choses, des progrès possibles. Un enseignant qui ne croit pas à l'éducabilité des élèves, il ne va voir que des manques. Là, je prends cet exemple. Voilà. Et du coup, j'ai réfléchi, et nous avons réfléchi, et nous y réfléchissons de plus en plus, sur, dans le fond, qu'est-ce qui fait obstacle, et en ce moment, avec la mise en place des réformes, à certains endroits, une minute, mon Dieu, j'y vais, à certains endroits, on y arrive, ça y est, ça se met en place, il y a des modifications qui se fassent, il y a une évolution du métier, et à d'autres endroits, notamment dans un certain nombre de collèges, mais pas seulement, il y a des résistances profondes. Alors, j'ai essayé de travailler un peu sur ces résistances, j'en ai identifié 3 ou 4, je le fais très vite. La première, c'est, oh là là, c'est chronophage tout ce que vous nous proposez. Hein, c'est chronophage, on n'aura jamais le temps de faire le programme, on ne finira pas. Donc, est-ce que c'est faire le programme, la course au temps, ou faire penser les élèves avec le programme sur des nœuds didactiques principaux, etc. Premier obstacle majeur en ce moment, majeur. On l'entend partout. Deuxième représentation, je pense que ça a été développé par d'autres conférenciers, la théorie des manques. Les élèves manquent de vocabulaire, manquent de langage, manquent d'attention, manquent de tout ce que vous voulez. Et donc, à des performances qu'on observe, on en déduit des compétences. Que nenni! On ne voit que la surface de ce qu'ils pensent, ce qu'il y a dans la tête, dans leurs compétences réelles, si on veut employer ce mot que je n'aime pas, on ne le sait pas. Hein, on ne le sait pas. Il faut du temps pour apercevoir, effectivement. Troisième doxa que j'ai entendu encore il n'y a pas longtemps dans une salle, dans une conférence avec des formateurs, l'idée que tous ne peuvent pas. Tous ne peuvent pas, et oui, ils ne peuvent pas. Les possibles des élèves c'est le milieu, etc. Et que dans le fond, l'école est quand même, très honnêtement, l'école est quand même là pour sélectionner les meilleurs. Voilà. Hein. Cette doxa que tous ne peuvent pas, dans certaines cultures d'autres pays, elle existe, mais dans notre culture de démocratisation, nous pensons au contraire que pour aller jusqu'au socle commun de cours séance, oui, tous peuvent. Évidemment, vous le savez comme moi, mon propos est un peu affirmatif et effectivement, il faut rentrer dans les nuances. Et apprendre, c'est une affaire d'abord de beaucoup d'exercices. Si j'entraîne, eh bien, les enfants apprendront. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Donc, je vais sauter parce que merci. J'aurais aimé vous développer la notion d'atelier dirigé, hein, un accompagnement très très efficient pour tous, hein, sorte de mini-classe, des multiplications des interactions entre les élèves, etc. Nous avons mis en place ces ateliers dirigés
ces ateliers issus de l'école maternelle, qui, de mon point de vue, sont un des vecteurs très très importants d'un accompagnement très précis et très précieux des élèves en groupe hétérogène, en collectif, etc. À l'école maternelle, on peut le faire. En collège, nous l'avons mis en place. On a des résultats tout à fait importants. Je ne veux pas sur cette diapo, vous l'aurez, mais en gros, pour arriver à des changements de représentation côté enseignant et côté élève, je vais regarder du côté des élèves. Lorsque l'on est en atelier dirigé, lorsque l'on est dans des gestes professionnels un petit peu plus accompagnants, avec une variété de postures, les élèves disent, même ceux qui sont en grande difficulté, ils disent « on nous aide, on est en sécurité ». Donc il y a une confiance dans l'institution qui s'instaure, une confiance dans l'institution. On peut se tromper, oui, on a le droit de se tromper, l'erreur est positive, on a le droit de donner son point de vue, on travaille ensemble. C'est des notions de solidarité, de gestes sociaux d'apprentissage. On fait des choses difficiles, et on y arrive, et on crée de la confiance en soi. Et l'enseignante me connaît, elle me connaît moi personnellement, donc elle connaît mon identité. Voilà ma conclusion. C'est dans la classe de mon point de vue, essentiellement qu'il faut chercher des solutions. Voilà. C'est une question de formation. Une énorme question de formation, une urgence absolue de la formation pour interroger toutes ces doxas dormantes. Et très profondément, c'est une question politique, c'est une question de gouvernance. Les enseignants en France ne sont pas à hauteur de leur pratique ou peu, ils ont des tonnes d'instructions très longues, ils ont des compléments, etc. Et non, ça ne marche pas. Il faut rendre les enseignants à hauteur, capables de s'ajuster à l'extrême diversité des situations dans lesquelles ils sont. Pour cela, évidemment, il faut les former. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous remercie. Avant de passer aux questions du jury, 2-3 petits rappels procéduraux. D'une part, l'ensemble des diaporamas et des communications que les experts ont rédigées à l'intention de cette conférence seront mises en ligne dans les prochains jours sur le site du CNESCO. Je le dis ça à l'intention des internautes et des également collègues présents dans la salle qui peuvent regretter de ne pas avoir éventuellement l'intégralité, parce qu'y compris l'exposé oral oblige des fois à raccourcir certains développements, mais qui seront restitués à travers les diaporamas et les interventions écrites. Deuxième élément, mais je vois que dans la salle, on se rappelle les consignes d'hier. Effectivement, le public peut poser des questions en écrivant sur les blocs-notes qui leur ont été remis, en le remettant à nos jeunes collègues qui, justement, assurent la transmission des questions au travers de la salle. Je vais maintenant passer donc la parole aux questions du jury. C'est par ici, en espérant que le micro ne nous fasse pas de... Bonjour, Bérangère Drier, je suis conseillère pédagogique dans le premier degré. Tout d'abord, nous voulons vous remercier pour votre intervention. Nous nous sommes posé une question par rapport à la formation des enseignants. Vous développez l'idée que la posture de l'enseignant serait un moyen de différenciation et vous dites que l'analyse des postures d'étayage des enseignants montre que les enseignants les plus experts ont un jeu plus ouvert de posture et que les débutants ou les enseignants en difficulté, notamment en REP, ont tendance à se cantonner le plus souvent à deux postures principales, celle du contrôle et celle de l'enseignement. La question du coup que l'on souhaite soulever, c'est quels seraient les leviers en formation qui pourraient amener les enseignants à élargir leur palette de postures? Écoutez, pour vous répondre, je vais vous parler d'une expérimentation que nous avons menée à l'UFM à l'époque de Montpellier, qui a duré 2 ans. On appelait ça le groupe incubateur. Et nous avions d'abord formé, j'allais dire, en enseignant sur le modèle du multi-agenda. On avait donné une culture commune, les postures, on avait expliqué, formé, etc. On avait enseigné d'une certaine façon, mais on avait fait beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'on avait travaillé beaucoup avec des vidéos, et en regardant des vidéos assez opposées, assez différentes, pour faire analyser à quel moment ça fonctionnait, à quel moment ça ne fonctionnait pas, et pour essayer de faire identifier et incorporer ces différentes postures. Mais ça ne suffit pas. Comprendre et agir sont 2 choses différentes.
On est bien d'accord là-dessus. Il faut des savoirs, il faut l'apport de savoir, etc. Mais ça ne suffit pas. Et nous avions, d'une certaine façon, contraint, un peu, pas complètement, mais bien encouragé nos étudiants, nos jeunes stagiaires, pardon, à mettre en place dans les classes dont ils avaient la responsabilité. À l'époque, ils allaient tous les lundis dans une classe, et ils étaient en CP dans notre groupe, d'essayer de mettre en place ce qu'on appelle un atelier dirigé d'écriture, qui est une sorte de mini-classe, en fond. Et cette mini-classe, le jeune stagiaire ne se trouve pas trop paniqué parce qu'il n'y a pas trop de problèmes à résoudre. On s'est débrouillé pour que les autres élèves soient en autonomie un peu accompagnés. Et à l'intérieur de cette mini-classe, cet atelier dirigé, on leur apprend à observer les élèves et petit à petit à voir qu'il va falloir, dans ce moment d'atelier, observer, mettre en place des postures différentes. Ça ne se gagne pas d'un coup. Il a fallu le répéter 3, 4, 5 fois pour que petit à petit, on voit progressivement s'installer ces postures variées. Mais les deux conceptualisés, pratiqués, les deux très imbriqués, avec des vidéos, on avance. Et on avance assez vite. Moi, je ne peux pas vous en dire plus, mais c'est très pratiqué ailleurs, l'utilisation de la vidéo, avec une conceptualisation derrière. Vous aviez une autre question ? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Madame Dominique Bucheton. Je suis Nadia Amoumi Abdeslam, personnel de direction et membre du jury. Alors nous avons lu attentivement vos travaux. L'enjeu n'est pas moindre puisqu'il s'agit de la problématique de l'égalité des chances. Et vous dites que les élèves de collège des classes moyennes et supérieures mobilisent un éventail de postures beaucoup plus large que leurs camarades des REP. Et vous dites que l'école n'a pas permis à ces élèves issus des milieux défavorisés de construire des postures réflexives et créatives. La différenciation peut-elle permettre de développer ces postures, donc, pour tous, et comment ? Je vais juste ajouter, si vous me le permettez, vous avez parlé du postulat d'éducabilité que partage la grande majorité des enseignants, mais également le fait que certains enseignants ne partagent pas ce postulat d'éducabilité. Ma question, c'est également comment donc faire acquérir à tous les élèves, puisque l'enjeu est quand même essentiel, celui de l'école de la République, comment faire en sorte que on puisse faire acquérir à tous les élèves les postures qui leur sont le moins accessibles selon vos travaux. Alors, la première réponse, elle est différenciée, vous avez compris, je ne suis pas trop favorable, et je suis au contraire pour essayer de faire le plus possible, travailler ensemble dans l'hétérogénéité des enfants sur des tâches complexes bien accompagnées, ça c'est mon postulat premier. Mais après, je dirais que la question, elle est didactique. Elle est didactique parce que, évidemment, si on veut faire passer les élèves d'une posture première, conforme, ludique, réflexive, il va falloir mettre en place, en didactique du français où j'ai beaucoup travaillé, des écrits et des oraux intermédiaires, des consignes progressivement qui vont amener les élèves à adopter telle posture ou à adopter telle autre posture. On ne va pas pouvoir mettre en posture réflexive d'entrée des élèves. Il faut les faire passer par une posture première et l'accepter pour les amener progressivement à une posture réflexive. Et mettre en place une posture ludique pour détrôner la posture de conformité, ça passe par des consignes. Donc ça passe par des savoirs didactiques et une professionnalité et des gestes didactiques des enseignants extrêmement pointus et probablement pas encore suffisamment travaillés en formation. Certains enseignants, d'instinct, les ont construits, d'instinct, j'allais dire, au feeling, par expérience. On a plein d'exemples magnifiques. D'autres, au contraire, ne voient pas bien. Mais c'est pour ça que l'idée qui est dans les nouvelles instructions des oraux et des écrits de travail, des oraux et des écrits intermédiaires, c'est précisément par ces oraux et ces écrits intermédiaires, et ceci dans toutes les disciplines, qu'on va pouvoir faire travailler cette diversité de postures en étant conscient, en ayant pris conscience de la diversité. Alors, on a beaucoup de questions dans la salle et par Internet. Alors, sur divers sujets, il y en a un qui revient de façon récurrente parce que vous avez un peu ouvert votre intervention sur ces questions, celle de la formation, notamment de la formation initiale. Des questions qui tournent autour de l'idée que
grosso modo, il y a une culture justement qui aujourd'hui existe et auquel les nouveaux enseignants tendent à se conformer et qui crée une sorte de cercle vicieux, de mimétisme qui empêche, je dirais, d'améliorer justement ces postures enseignantes. Et il y en a d'autres qui se pose la question de justement comment modifier la culture sur la prise en charge des élèves en difficulté alors qu'on met en difficulté nous-mêmes les enfants, des questions qui se posent la question de comment développer la posture réflexive des enseignants et quels sont les leviers sur lesquels agir. Donc en gros tout ce qui tourne autour de la formation initiale, comment on peut apporter des changements à ce niveau-là? De mon point de vue, ce n'est pas des changements qu'il faut apporter, c'est une refondation complète de la formation initiale. Une refondation complète. D'accord? Après, il faut comprendre les principes derrière la formation, parce que former, ce n'est pas ajouter des paquets d'unités de ceci, de cela, et qui va faire la formation. Former, ce sont des gestes professionnels de formateurs, c'est une conception de l'enseignement, développement des futurs professeurs. Et cette conception, j'en ai dit 2 mots tout à l'heure, hein, il faut la mettre en œuvre. C'est un problème de fond pour l'université qui, je dois le dire, ne s'en empare pas violemment. Hein. Je suis universitaire et je me suis battue en étant directrice adjointe de l'UFM constamment sur cette question. Il faut que les jeunes et futurs enseignants reçoivent des enseignements, des formations cohérentes entre ce qui se fait à l'université, les savoirs dont ils sont absolument nécessaires, mais aussi avec les savoirs du métier, les savoirs qui sont nécessaires pour comprendre qu'un élève dans sa classe, eh bien, il a des émotions, il a un langage, il a une famille, il a des attentes, etc. Et ça, c'est le métier enseignant. C'est pour ça que les études, les méta-analyses sur la classe, moi, personnellement, ne me convainquent jamais, parce que l'enseignement, l'éducation, est toujours en contexte, l'activité est en contexte et sous influence, en ce moment, idéologique extrêmement forte. Et donc, je pense que quelque part, il faut refonder la formation. Vous voyez que vous avez une conférence du CNESCO à faire là-dessus, c'est évident, un grand sujet pour essayer de mettre en débat aujourd'hui, pour tout le monde, dans tous les partenaires, sur la formation et les organismes de décision. Je dirais que c'est une question de formation, c'est aussi une question pour la recherche, qui doit aussi s'interroger sur ses enjeux, ses finalités, sa capacité à aider, accompagner, apporter des solutions, mais pas des solutions qui viennent d'en haut, des solutions qui sont travaillées avec l'ensemble des partenaires de terrain. Voilà. Alors, vous y avez un peu répondu, il va falloir qu'on écoute, mais vous avez un peu répondu, mais pas mal de contributions insistent justement sur ces aspects des valeurs, des idées, de ce que vous avez dit qui va à l'encontre du sens commun, du « c'était mieux avant ». Et donc beaucoup d'interventions qui se posent la question de comment faire évoluer ce qui apparaît effectivement parfois une doxa dans l'opinion publique, hein, du c'était mieux avant, il faut faire confiance au surétayage, etc. Et puis également une question qui vient de m'arriver sur certains propos peuvent laisser penser que vous prenez le cours magistral alors que en fait on voit aussi que vous portez des aspects de flexibilité pédagogique, de temps supérieur en petits groupes. Le message, qu'est-ce que vous pouvez clarifier le message sur ce point peut-être? Le cours magistral est nécessaire à toute petite dose et au bon moment. Sinon, voilà, les apprenants sont tellement divers que certains, dans le cours magistral, se nourrissent magnifiquement et d'autres, rien. Hein. Donc, c'est un moyen comme d'autres, parmi d'autres, hein, qui fait partie de notre culture, de notre tradition, mais il est singulièrement interrogé. Sur la question des valeurs partagées, on voit bien que c'est un projet de société, la question de l'école. Et c'est un projet qui concerne les parents, qui concerne les familles, et on ne peut pas concevoir les questions de formation, d'éducation, sans qu'il y ait une réflexion large. Je dirais juste, pour exemple, que j'ai suivi il y a quelques années la refondation, on va dire, de l'enseignement en Irlande, qui était en crise majeure, et ils ont mis 4 à 5 ans, hein, avec des consultations tous azimuts, avec des tas de travaux avec les enseignants, les syndicats, les parents, etc. On a sorti, je crois qu'ils ont sorti la question de l'enseignement du politique momentanément,
pour que le politique ne joue pas trop son rôle, etc. Et ils ont progressé de façon tout à fait importante. Donc, si l'on veut faire, c'est une dynamique collective, il faut du temps, à mon avis, c'est 4 ou 5 ans, tranquillement, de réflexion, de confiance aussi, de confiance aux différents acteurs. Et puis, ensemble, on est plus intelligent. Hein. Voilà, je prends ma formule. Merci bien, merci Dominique Bucheton. Je vous donne l'ensemble. Voilà. Je vous donne l'ensemble des réactions, des questions qui vous ont été posées. Je demande à Denis Butelaine de prendre votre place. Alors Denis Butelaine, hier, dans la première journée, justement, il y a eu une question sur ne faut-il pas, comment la didactique, les recherches en didactique peuvent apporter des réponses en matière de différenciation, justement dans l'étude articulée des conditions d'apprentissage et d'enseignement liées au contenu disciplinaire. Et on leur a justement dit qu'on allait y répondre plus tôt aujourd'hui. Donc, vous êtes chercheur justement en didactique des mathématiques, enseignant à l'ESP de Cergy-Pontoise, et puis vous faites vos recherches dans le cadre du laboratoire André Revuse à Jussieu, je crois. Si je m'appelle le LDA, entre autres. Donc je vous laisse la parole pour un peu répondre à ces questions. Bien, bonjour. Je remercie aussi les organisateurs de m'avoir invité à parler sur la différenciation. Nous avons été amenés, l'équipe dans laquelle je travaille, à repenser un certain nombre de résultats de nos recherches menées depuis une trentaine d'années sur les élèves en difficulté et sur les pratiques des enseignants qui s'adressent à des classes ou qui enseignent dans des classes comportant un nombre important d'élèves en difficulté. Nous avons essayé de le repenser en essayant de répondre justement à la demande qui nous était faite. Mon exposé comportera 2 parties. Dans une première partie, je serai amené à rappeler 3 grands résultats de recherche que nous avons menées sur les pratiques enseignantes de professeurs des écoles enseignant les mathématiques dans des écoles d'éducation prioritaire, on disait CEP à l'époque, particulièrement défavorisées. Et dans ce sens, il faut se garder peut-être de généraliser à toutes les pratiques des enseignants les résultats que je vais exposer ici. Je crois que c'est une précaution qu'il faut prendre. Mais il est nécessaire aussi de faire ces constats. Alors, je vais développer 3 résultats dans cette première partie. Dans une seconde partie, je présenterai peut-être des pistes permettant de mieux outiller les enseignants pour leur permettre de prendre en compte à la fois les différences des élèves et d'aider ces élèves à dépasser leurs difficultés. Alors, 3 résultats. Le premier, nous avons observé dans une première recherche pendant 2 ans, en allant voir les enseignants plusieurs fois dans l'année, entre 4 et 8 fois, pendant 2 ans, des enseignants enseignant dans des écoles, donc d'éducation prioritaire, et nous avons mis en évidence, cela nous a permis de mettre en évidence ce que certains pourraient appeler des tensions, que j'ai plutôt tendance à appeler moi des contradictions, qui marquent profondément les pratiques de ces enseignants. Première contradiction, premier problème qu'ont à résoudre ces enseignants, c'est en fait une contradiction qui existe entre une logique d'apprentissage disciplinaire et une logique de socialisation des élèves. Les élèves ont tendance à amener dans l'école les lois de leur quartier, les manières de fonctionner de leur quartier, et les enseignants, pour assurer dans un second temps des apprentissages, sont obligés d'installer ce que l'on pourrait appeler une paix sociale, des manières de se comporter à l'école, et souvent, le temps consacré à cette socialisation se fait au détriment des apprentissages disciplinaires. Mais ça leur paraît incontournable. Deuxième contradiction, qui est liée à la première, c'est une contradiction entre réussite immédiate
et réussite à moyen terme, afin de maintenir les élèves dans le jeu scolaire, afin de les encourager et surtout d'éviter des manifestations un peu violentes de leur part s'ils se décourageaient, les enseignants sont amenés à proposer des tâches plutôt simplifiées qui permettent aux élèves de réussir immédiatement, et cela se fait au détriment d'apprentissage à moyen terme parce que ces apprentissages ne s'installent pas dans la durée. Troisième contradiction, toujours liée aux deux présentes, c'est une contradiction entre collectif et individuel. Tout se passe comme si, dans ces classes, les enseignants avaient abandonné, dans une certaine mesure, ou ne croyaient plus à un enseignement collectif. Ils individualisent leur enseignement, comme ils individualisent aussi, d'ailleurs, le traitement des comportements des élèves. Et dans une certaine mesure, cela ne permet pas d'installer des savoirs partagés par tous. Cela peut aussi se faire au détriment des apprentissages. Alors, ces tensions, les enseignants en sont conscients. Comment cela se manifeste en termes de pratique? Nous avons été amenés à catégoriser, en étant prudents, les pratiques des enseignants, et nous avons constaté qu'il existait un genre majoritaire de pratiques qui se caractérise ainsi. Les enseignants, je décris un état des lieux. Je n'émets pas de jugement là-dessus, sur ce type de pratique, mais cet état des lieux, il faut en prendre conscience dans les zones particulièrement défavorisées. Les enseignants proposent des tâches partielles, algorithmisées, des temps de recherche très courts, parfois ça se situe autour de quelques secondes. Les tâches proposées, quand elles sont complexes, sont très rapidement décomposées en sous-tâches par l'enseignant. On a une baisse des exigences, due souvent à une anticipation sur les difficultés des élèves. On a, comme je l'ai précisé tout à l'heure, une individualisation très rapide et non contrôlée de l'enseignement, comme de la gestion des comportements, une quasi-absence de phase de synthèse et d'institutionnalisation, une mise en œuvre d'une certaine pédagogie différenciée, souvent basée sur un système de fiches qui a pour résultat de casser la classe en morceaux et, dans une certaine mesure, comme les élèves progressent à leur rythme et ne pratiquent pas les mêmes activités en même temps, cela interdit souvent des synthèses et des institutionnalisations. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les enseignants sont conscients de cet état de fait, de ce type de pratique. Souvent, ils en sont malheureux. Cela explique le grand turnover qui existe dans ces écoles-là. Ils partent de ces écoles et ils déclarent ne pas pouvoir faire autrement. Souvent en citant deux raisons essentielles. D'une part, la difficulté à installer une atmosphère de travail dans les classes, la difficulté à installer une paix sociale, et d'autre part, la nécessité dans laquelle ils se trouvent d'aider leurs élèves parce que justement leurs élèves n'arrivent pas à pratiquer les activités proposées. Alors, on a donc un état de fait étrange où, parce que les enseignants veulent aider leurs élèves, parce qu'ils respectent aussi l'idée et qu'ils suivent l'idée, et ce sont des injonctions institutionnelles fortes, qu'il faut individualiser l'enseignement, eh bien on se retrouve dans la situation où ces aides peuvent conforter les élèves dans leurs propres difficultés, parce que justement, eh bien, ils ne sont pas confrontés aux mêmes tâches, aux mêmes activités que leurs pairs des classes plus favorisées. Classe, pas sociale, hein, classe. Bien. Au-delà de ces pratiques majoritaires, qu'est-ce qui s'est passé là? Ça va beaucoup trop vite là.
Oui, au-delà de ces pratiques majoritaires, nous avons suivi pendant 2 ans 10 professeurs des écoles. Sur les 10, il y en a un qui pratique autrement. Il y en a un qui propose des situations robustes, consistantes, qui laissent un temps de recherche nécessaire aux élèves, qui organisent des moments collectifs de synthèse et d'institutionnalisation, et qui, décidément, ça part tout seul, et qui, c'est toujours pas ça, voilà, ça va être ici, et qui finalement mettent en œuvre des pratiques, des alternatives différentes de leurs collègues, de leurs autres collègues, alors que cet enseignant enseigne dans les mêmes classes et a suivi la même formation. On s'est intéressé aux conditions d'existence de ce type de pratiques différentes et cela nous a amené d'ailleurs dans un second temps à accompagner une dizaine d'autres enseignants pendant 2 ans pour voir quels pourraient être les effets d'une formation lors de leur première nomination dans ces classes-là. Comment expliquer ces résultats, ces constats? Nous avons été amenés à définir 3 grandes questions qui sont posées aux enseignants. Les modes de réponse, à notre avis, à ces questions sont des dimensions organisatrices de leur pratique. Ces modes de réponse déterminent leur pratique. Il y a les 3 grandes questions, et je vais y venir tout de suite, c'est d'une part installer la paix scolaire, d'autre part exercer une vigilance didactique et enfin gérer le processus, un couple de processus d'évolution-institutionnalisation. Installer la paix scolaire. Pour nous, la paix scolaire est un couple. C'est à la fois installer la paix sociale, c'est-à-dire les conditions de vie en commun à l'école, mais aussi pour l'enseignant, il est indispensable que les élèves adhèrent à son projet d'enseignement. C'est ce couple adhésion, projet d'enseignement et paix sociale qui constitue pour nous la paix scolaire. On a constaté qu'il y avait différents modes d'installation de cette paix scolaire. Il y a des enseignants qui l'installent, surtout peu d'ailleurs, grâce à la qualité mathématique proposée des situations qu'ils proposent à leurs élèves. D'autres enseignants vont l'installer grâce à la qualité de la communication qu'ils peuvent installer dans la classe. D'autres enseignants, notamment, l'installent en essayant d'installer une complicité entre lui et ses élèves. Cette complicité est installée grâce à des contacts permanents qu'il installe avec ses élèves, grâce à notamment une manière de gérer les interactions verbales. Souvent d'ailleurs, pour garder le contact, il est amené à faire des compromis dans ce qu'il expose, ces compromis pouvant se faire au détriment de la qualité du langage mathématique proposé. La paix scolaire donc est intimement liée à la qualité des mathématiques proposées, ça détermine cette qualité et c'est en même temps déterminé par la qualité des mathématiques proposées. Deuxième grande question qui est posée aux enseignants, c'est exercer ce que Monique Bézard a appelé une vigilance didactique. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait une sorte d'ajustement didactique permanent de la part du professeur qui va l'amener à prendre en compte et à repenser dans l'action les scénarios qu'il met en œuvre, à ajuster ces scénarios, les aides qu'il propose à la qualité de production des élèves, à prendre en compte l'état cognitif des élèves pour continuer le scénario, l'adapter et dérouler les institutionnalisations qui vont avec. Cette vigilance didactique est basée sur, certes, des connaissances mathématiques nécessaires,
mais ces connaissances mathématiques ne sont pas seulement académiques, elles sont repensées en termes d'enseignement d'une part, et c'est basé aussi sur des connaissances didactiques qui sont de différents ordres. Par exemple, on a des résultats et des faits didactiques plutôt incontestés dans l'état de la connaissance sur la question, des sortes de petits théorèmes didactiques, par exemple, prévoir quels peuvent être l'effet de conception erronée sur un certain nombre de situations qu'on va proposer aux élèves, ou bien des outils qui permettent de lire le réel, comme par exemple analyse a priori ou gestion des variables, identification des savoirs. Troisième grande question, c'est la gestion de deux couples de processus, d'un couple de processus, un couple de processus... Excusez-moi, attention de ne pas faire trop de bruit parce que ça se répercute dans le micro, donc de moins toucher la table en général. Un couple de processus lié à la... Je peux mettre mes mains comme ça, alors, du coup. Bien, un couple de processus liés... Alors, le premier processus, ça va être la dévolution des situations, c'est-à-dire tout ce que fait l'enseignant avant, pendant et éventuellement après la classe pour faire en sorte que les élèves prennent en charge la responsabilité des apprentissages ou de la résolution du problème. Je renvoie aux travaux de Brousseau sur cette question. L'institutionnalisation, ça va être tout ce que fait l'enseignant pour, en fait, amener les élèves pour plutôt amener les connaissances, pour transformer les connaissances des élèves en savoir partagé et reconnu socialement. Cela suppose des décontextualisations, des dépersonnalisations, des généralisations, des formalisations. Ces apports d'information sont indispensables pour que les élèves prennent conscience des apprentissages qu'ils ont effectués. Ce n'est pas sans poser des questions. Notamment, je précisais tout à l'heure qu'on a accompagné pendant 2 ans 10 autres enseignants, des débutants, dans leur prise de fonction en éducation prioritaire. Qu'est-ce que l'on constate? On constate, et je vais essayer de terminer dans les 5 minutes qui me restent, on constate des effets positifs de cet accompagnement sur le processus de dévolution des enseignants. C'est-à-dire que les enseignants qui ont bénéficié de cet accompagnement lourd proposent des situations de qualité, laissent un temps de recherche aux élèves, alors que ce n'est pas ça qu'ils faisaient avant, et ménagent des moments d'explicitation des procédures et des productions des élèves. Par contre, les effets de cet accompagnement sont beaucoup plus limités sur le processus d'institutionnalisation. C'est-à-dire que tout se passe comme si, et c'est sans doute un phénomène daté aujourd'hui, et qui est sans doute une cause de différenciation, les enseignants sont démunis pour, sur la base de la diversité des productions des élèves qu'ils ont permis de se réaliser, ils sont démunis pour, dans une certaine mesure, développer un exposé du savoir sur la base de ces productions. Pourquoi ils sont démunis? Eh bien, c'est lié à l'exercice aussi de la vigilance didactique. D'une part, il est difficile en temps réel pour eux d'analyser en temps réel dans l'action la diversité des productions des élèves. Il est difficile de les hiérarchiser et d'évaluer la distance entre ces productions et le savoir qui est visé par l'enseignement. Du coup, souvent, il n'y a pas de hiérarchisation, tout se vaut, et il est difficile pour les élèves de voir comment les procédures qu'ils ont mises en œuvre, les connaissances qu'ils ont mobilisées, peuvent se développer, se stabiliser
parce qu'il manque ce discours de l'enseignant. On constate aussi, et c'est la thèse récente de Cécile Allard, que les ressources pédagogiques actuelles, les manuels par exemple en mathématiques, ne donnent pas les éléments aux enseignants pour développer cette institutionnalisation. Il y a actuellement un déficit en termes de textes du savoir mis à la disposition des enseignants. Alors, ça, c'est un point qui interroge la formation. Il est indispensable qu'une formation, oui, il me reste 1 minute, mais je vais faire comme ma collègue, je vais prendre 4 minutes de plus. Il est indispensable qu'une formation rentre en résonance avec les conceptions des enseignants, ce que certains appellent se situer dans la zone proximale de développement professionnel, pour que le discours du formateur ne soit pas rejeté. En effet, il ne faut pas qu'il y ait une trop grande prise de risque des enseignants. On ne peut pas leur demander, dans les conditions où ils enseignent, de trop changer leur conception tout de suite. Ils vont, si c'est le cas, rejeter la formation et sont conformés à leur pratique usuelle. Alors, juste un point. Nous, dans la catégorisation des pratiques que j'ai évoquées tout à l'heure, nous avons constaté qu'il existe des routines qui caractérisent et qui sont associées aux différents genres de pratiques. Je suis désolé, je sors de l'avion et je me suis encore fait avoir par la climatisation. Bien, ces routines, ce sont des manières de faire, des schèmes professionnels qui caractérisent les genres, qui permettent, ce sont des ensembles de gestes professionnels qui permettent de réaliser une tâche complexe, comme par exemple gérer une synthèse ou une institutionnalisation. Nous avons constaté dans l'évaluation de notre dispositif d'accompagnement qu'il est nécessaire pour qu'une formation soit efficace d'intervenir à la fois sur les grands choix didactiques et pédagogiques des enseignants, mais aussi de proposer des alternatives locales, ce niveau des routines, qui permet dans une certaine mesure d'interroger les grands choix didactiques, mais qui ne déstabilise pas trop l'enseignant pour lui permettre de continuer à fonctionner. Ça, c'est un des points. Je renvoie à des textes qu'on a écrits sur le sujet. Oui, je sais, c'est la fin. Je vais sauter ça. Mieux outiller les enseignants, eh bien, ça veut dire, et ça a déjà été évoqué dans l'intervention précédente, ça veut aussi dire qu'on va proposer des alternatives. Il y a une pratique courante qui existe, une pratique qui est souvent privilégiée par les enseignants et par l'institution, c'est celle qui consiste à faire la chose suivante. On diagnostique des prérequis absents, on met en évidence des lacunes et on intervient en termes de remédiation pour combler ces lacunes. Si cette intervention est indispensable, nous avons constaté dans nos recherches sur les élèves en difficulté qu'elle n'est pas suffisante, notamment qu'elle est beaucoup moins efficace pour les élèves les plus en difficulté. Et ce, parce qu'elle ne répond pas à une question importante qui, dans une certaine mesure, est une question cruciale pour les enseignants, celle de ménager des moments pour que les élèves anticipent, mais aussi appréhendent tous les enjeux des situations qu'on leur propose et se projettent dans l'avenir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et je terminerai là-dessus, j'avais prévu un exemple pour expliquer ça, c'est, je reprendrai ici, en termes d'alternative, une idée défendue notamment par Lautrey à la conférence de consensus sur le nombre, qui est celle de ménager des cheminements cognitifs différents. Nous avons mis en évidence, par exemple, un de ces cheminements, quand on demandait à des élèves de produire des textes collectivement qui résument tout ce qui est appris pendant une période de temps, on s'est aperçu que dans le débat, les élèves étaient amenés à produire des textes intermédiaires
se situant entre le contextualisé et le formel, basé sur des exemples génériques, et que cette étape dans le processus de conceptualisation est indispensable dans les écoles où on a travaillé. Cela veut dire qu'il y a nécessité que des recherches, et je m'arrête là, soient menées sur l'existence de ces cheminements, l'identification de ces cheminements cognitifs différents, mais aussi qu'en lien avec le terrain, les didacticiens proposent des itinéraires cognitifs qui permettent aux élèves d'emprunter ces cheminements. Je m'arrêterai là-dessus. Je vous remercie. Merci bien. L'exercice est toujours difficile. On est toujours tenté de, effectivement, de mieux préciser les notions qui parfois sont complexes pour que tout le monde puisse mieux comprendre, et en même temps, ça prend du temps et c'est pas toujours évident. On est aussi dans une situation didactique délicate dans ce genre de conférence. Question du jury. Alors, bonjour, je suis Carole Amselem, professeure de français dans le secondaire. On voulait revenir sur la question de l'individualisation que vous abordez dans votre exposé. Vous parlez donc de l'individualisation comme d'une pratique aux effets négatifs dans les cas que vous avez étudiés. Selon vous, pourrait-il y avoir des formes d'individualisation qui permettraient pourtant une différenciation pertinente ? C'est sans doute la présentation qui caricature un peu ma pensée. Ce qui est dangereux, c'est une individualisation non contrôlée, qui ne ménage pas des temps d'apprentissage collectif, de bilan collectif et de fréquentation d'un certain nombre de textes du savoir. Est-ce que cela veut dire qu'on ne doit pas prendre en compte la nécessité pour l'enseignant de s'adapter localement aux difficultés des élèves? Ça ne veut pas dire ça, mais dans une certaine mesure, je partage assez l'avis qui est exposé par ma collègue. Je suis dubitatif sur la manière de fonctionner que j'ai essayé d'exposer tout à l'heure, qui consiste à casser la classe en morceaux, à ne plus ménager des temps collectifs qui permettent de repenser en termes de savoir les connaissances pratiquées. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'intéresser aux difficultés rencontrées par les élèves. Je vais revenir sur l'exemple dont je n'ai pas parlé tout de suite. Vous voyez, ça c'est un exemple de problème et de production proposée. C'est un exemple que je dois à Lucie Debois, qui est une collègue didacticienne québécoise. Elle propose, et cette idée reprend l'idée de proximité développée par Aline Robert. Le problème est le suivant. Gaston a 2 chats. Le plus vieux a 4 ans et le plus jeune a 10 mois. Quelle est la différence d'âge en mois entre les 2 chats de Gaston? Qu'on soit clair, hein, les élèves savent très bien qu'1 an, ça fait 12 mois. Ils savent très bien que 4 ans, ça fait 48 mois. Mais il y a un élève qui propose la procédure qui est écrite au tableau, vous voyez. C'est un élève qui est très conforme à ce que l'enseignant lui a dit de faire. Il fait 10 moins 4, 6. Vérification. 4 plus 6, 10. Je fais ce qu'on lui dit de faire. Hein. Et puis, il a un moment de défaillance. Il a écrit 10 mois au lieu de 6 mois, mais quand on l'interroge, c'est 6 mois qu'il voulait écrire. On a posé cette question, et je l'ai reposée depuis là plusieurs fois à des enseignants experts. On arrive à avoir un échantillon confortable. On pose la question suivante à l'enseignant. Qu'est-ce que tu proposes de faire pour aider cet élève-là à comprendre son erreur? Et on ne laisse pas trop de temps de réflexion, on ne leur laisse pas des journées, on leur laisse que quelques 1 à 2, 3 minutes. On s'aperçoit de la chose suivante, c'est que la plupart des enseignants vont proposer comme aide des questions qui vont viser à amener l'élève à développer une solution juste. Par exemple,
4 ans, ça fait combien de mois? Fais attention, tu as additionné des mois et des années, tu n'as pas le droit de faire ça, etc. Très peu, et ça vraiment, ça se compte en unités, sur la masse des enseignants, qu'on ne leur laisse pas trop de temps pour réfléchir, mais on simule une réponse en action. Très peu vont partir de la proposition de l'élève, c'est-à-dire 6 mois, et vont essayer de mettre en évidence la cohérence de cette proposition en se ramenant à l'énoncé. Par exemple, simplement en posant la question, quel serait l'âge du chat le plus vieux si la différence d'âge c'est 6 mois et si le plus jeune a 10 mois. Vous voyez qu'ici, ça c'est prendre en compte, c'est individualiser dans ce sens-là l'enseignement, mais en même temps, cela nécessite d'une part une prise de recul de l'enseignant, une capacité à analyser très vite les productions des élèves, et aussi cela nécessite qu'on l'avertisse en termes de formation sur ce type de réponse et ce type d'aide à apporter. Alors, je ne sais pas si je réponds correctement à la question, mais il y a là quelque chose d'important. Ce n'est pas tellement le traitement de l'erreur, vous voyez, là, c'est le fait de partir de la question, de la réponse à la question de l'élève pour l'amener à remettre en question sa démarche, plutôt que de se situer dans un déroulement descendant qui serait de dire, voilà le vrai, donc toi tu as faux parce que ce n'est pas le vrai que tu as trouvé. Ça rejoint des réflexions qu'avait fait Bernard Rey hier lors de notre première journée quand on parlait de cadrage, de la situation. Alors dans les questions que j'ai, il y avait une question sur l'accompagnement particulier qui a été donné aux enseignants débutants dont vous avez fait allusion dans votre expérience que vous n'aviez pas développée, mais vous y avez répondu en partie maintenant justement. C'est ça cet accompagnement peut-être que vous proposez aux enseignants débutants? Oui, c'est ça. En fait, on travaille sur plusieurs niveaux. D'une part, on va interroger les grands choix didactiques et pédagogiques. On va proposer des alternatives locales. Par exemple, mettre en évidence les routines dont je parlais. Une manière, par exemple, de gérer l'individualisation de l'enseignement dans un cadre collectif. Je reprends la question qui est posée. Eh bien, c'est par exemple ce que fait cet enseignant-là. Vous voyez, il pose un problème aux élèves. Je ne sais pas si on y voit grand-chose, mais il pose un problème aux élèves. Pendant la phase de recherche, c'est un débutant qui fait ça. On l'a vu dans quelques cas d'enseignants confirmés. Pendant la phase de recherche, il va lire les procédures des élèves, il va les hiérarchiser et en même temps, il va juger de la capacité de l'élève qui a produit tel ou tel type de procédure pour l'expliciter à ses collègues. Puis, il va faire une phase de synthèse qui va se dérouler de la façon suivante. Il va organiser l'exposé des procédures des élèves de la plus primitive à la plus experte en étayant, s'il le faut, les propos des élèves pour que ça soit compréhensible par d'autres. Et sur la base de cette hiérarchie qu'il a construite lui-même, il va institutionnaliser les savoirs qu'il vise, quand ce n'est pas trop éloigné des productions des élèves. Quand il fait ça, qu'est-ce qu'il fait en fait? Eh bien, il installe une hiérarchie dans les procédures et les connaissances mobilisées par les élèves. Il permet à chaque élève de se repérer dans cette hiérarchie et de repérer ce qui est immédiatement inférieur en qualité et immédiatement supérieur. Et il fait le pari, et c'est relativement performant, que quand il va reposer un exercice du même type, eh bien, il va y avoir des élèves qui vont passer d'un type de procédure, non pas à la procédure la plus experte visée, mais celle qui est assez proche et de qualité supérieure. Ça, c'est une manière de gérer la dialectique entre individuel et collectif. Vous aviez encore une question, le jury si on a le temps. Hélène Rochard, IAIPR en anglais et membre du jury. Vous parlez donc de l'institutionnalisation et vous nous dites qu'il est plus difficile aujourd'hui d'intervenir sur le processus d'institutionnalisation. Processus, selon vous, difficile à anticiper, à gérer pour le professeur et moment difficile à mettre en œuvre. Et hier, nous avons été amenés à parler à plusieurs reprises d'institutionnalisation et à essayer d'en préciser les contours.
Et nous avons donc distingué, nous avons été amenés à distinguer processus d'institutionnalisation et produit de l'institutionnalisation. Processus qui, me semble-t-il, correspond à ce que vous appelez les itinéraires cognitifs. La question est la suivante. Vous semble-t-il que le produit de l'institutionnalisation nous amène à nous heurter là aux limites de la différenciation? En d'autres termes, est-ce que le produit de l'institutionnalisation, le concept à extraire, ne peut pas être différencié? Est-ce qu'on touche la limite ici de la différenciation? Je rajoute que j'ai aussi une question qui dit que très concrètement, il considère qu'un nombre très réduit d'élèves arrive à suivre la phase d'institutionnalisation en étant concernés au mobilisé, très peu nombreux. Et comment faisaient vos enseignants pour maîtriser l'attention et la participation de tous? Oui, alors c'est pas tout à fait la même question, ça n'apporte pas tout à fait la même réponse. Ce que vise quand même l'enseignement des mathématiques, et je vais peut-être choquer, mais il faut rappeler des évidences, c'est qu'il y ait un apprentissage des mathématiques, des notions mathématiques, avec le langage qui l'accompagne, donc qu'il y ait une appropriation à un moment donné de la scolarisation des notions mathématiques en question. C'est-à-dire qu'il faut que les élèves, à un moment donné, soient confrontés à une norme, que vous, sans doute c'est ça qui est appelé produit de l'institutionnalisation, et que cette norme soit introduite de façon judicieuse. Il ne faut pas que cette introduction soit trop rapide, parce que dans ce cas-là, elle est plaquée sur les manières de penser et de faire des élèves, et on peut du coup proposer un texte du savoir qui n'est pas accessible aux élèves, et d'autre part, il ne faut pas qu'elle soit trop tardive, parce que ça maintient, et ça on l'a constaté, les élèves dans des états cognitifs trop primitifs par rapport au but de l'enseignement. Alors ça, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. La thèse de Cécile Allard, dont je vous recommande la lecture, enfin au moins les articles, c'est peut-être pas la peine de lire toute la thèse, mais met en évidence certaines techniques maladroites mises au point par des enseignants experts, des professeurs, maîtres formateurs, pour essayer de dérouler le texte du savoir. Notamment, par exemple, il y a une enseignante qui commence ses leçons par faire évoquer ce qui a été fait précédemment, par convoquer, mais avec un autre niveau de discours que lié à l'action immédiate qui a été faite dans le cours précédent, les situations. Les élèves sont amenés à repenser à cette occasion, à l'occasion de ces verbalisations, les situations et les connaissances qui ont été mobilisées et à identifier pour une part le savoir. Alors ça se fait de façon orale. C'est plus difficile à mettre en œuvre de façon écrite, mais je crois qu'il y a nécessité actuellement, et c'est un devoir des SP, je parle en tant qu'ancien directeur adjoint d'une SP, c'est un devoir des SP de mettre en place les conditions, notamment un travail commun entre les enseignants du terrain, experts ou autres d'ailleurs, les chercheurs, pour penser l'évolution et les conditions de l'évolution de ce texte du savoir. Il doit être progressiste pour ne pas éliminer du processus un certain nombre d'élèves, mais il doit aussi aboutir à un moment donné à un texte du savoir effectif. Sinon, on prend le risque actuel d'avoir des élèves qui, jusqu'au CM2, sont peu confrontés au texte du savoir et qui, en 6e ou en 5e, voient un professeur dérouler le texte du savoir, souvent, je caricature à peine, et du coup, ne plus s'y retrouver. C'est une construction progressive qui demande du travail de recherche et aussi du travail de formation. Mais un autre élément qui explique la difficulté, eh bien, c'est si on pense en termes de processus de dévolution, ça implique une posture de la part du professeur, une posture de retrait
il doit avoir organisé la situation, mais s'il veut que les élèves produisent eux-mêmes un certain nombre de solutions, de connaissances aux problèmes qu'il aurait posés, il ne doit pas exposer le texte du savoir, il doit se mettre en retrait. Par contre, au moment de l'institutionnalisation, il prend une posture tout à fait différente. Il reprend la main et ces différentes postures n'ont pas été suffisamment travaillées et surtout le changement de posture de la part du professeur. C'est très difficile en quelques secondes, parfois quelques dixièmes de seconde, de passer d'une posture de dévolution, je vais un peu vite dans la définition, à une posture d'institutionnalisation. Ça aussi, ça se travaille en formation. On va en rester là ce matin parce qu'on était censé être déjà en pause. Je vous remercie. Il y a une ou deux questions qui n'ont pas pu être posées, mais je pense que pour les collègues dans la salle, vous pouvez venir dialoguer avec notre intervenant. Je vous propose donc une pause et de reprendre à midi moins quart dans la salle, ou plus tard. 40, midi moins, voilà, à 11h40, à midi moins 20 pour notre dernière partie d'intervention.